Je vous remercie, Monsieur le Président. Depuis le 7 octobre 2023, des actes odieux ont été commis à Gaza par le Hamas d'abord et par le gouvernement israélien ensuite. Si le gouvernement de Benyamin Netanyahou a militairement gagné sa guerre contre le Hamas, il l'a en revanche perdu politiquement et médiatiquement. La communauté internationale est aujourd'hui confrontée à l'aporie suivante. Comment, compte dûment tenu de la guerre épistémique menée par Israël, empêcher qu'un nouvel 7 octobre n'advienne? La première question que je vais poser pour entrer dans le vif du sujet est la suivante. Quel a été le soutien de l'Union européenne à la création de jure et de facto d'un État palestinien? La résolution 181, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 29 novembre 1947, recommande le partage de la Palestine entre un État juif et un État arabe. Nous avons eu droit à la création d'un État en 1948, en l'occurrence l'État d'Israël, mais qu'est-il advenu alors de l'État de la Palestine et du peuple palestinien? Rien de très concluant. Premier partenaire commercial d'Israël et premier fournisseur d'aide à la Palestine, la relation de l'Union européenne avec Israël et la Palestine est asymétrique. Pour ce qui concerne la solution au conflit israélo-palestinien, l'Union européenne est en faveur de la solution à deux États, comme ceci a été dit précédemment. Concrètement parlant, premier fournisseur d'aide à l'autorité palestinienne, le soutien de l'Union européenne au peuple palestinien est pour l'essentiel d'ordre financier. Aussi louable que puisse être ce soutien financier, il n'est pas certain que ce que les Palestiniens aient le plus besoin soit d'ordre financier. Ce que les Palestiniens souhaitent avant toute chose est la reconnaissance effective de leur droit à l'autodétermination afin que ceux-ci puissent disposer d'un État bénéficiant des mêmes droits qu'Israël. Ils veulent qu'un terme soit mis à l'occupation afin qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes et accéder à l'image d'Israël au statut de partenaire commercial. Israël a détruit à plusieurs reprises les infrastructures financées par l'Union européenne. L'Union européenne, à juste titre, a manifesté sa lassitude de devoir financer des infrastructures vouées à être détruites. Preuve, s'il en fallait, que ce que le peuple palestinien a besoin et souhaite, avant toute chose, ce n'est pas le financement par l'Union européenne de ces infrastructures, mais qu'un terme soit mis à la destruction répétée de ces infrastructures. La diplomatie de l'Union européenne doit miser sur l'arrêt de tout soutien à l'économie des guerres d'Israël et un soutien ferme et efficace à la création de jure et de facto d'un État palestinien. Dans un entretien diffusé sur les ondes de France Culture le samedi 1er mars, Dominique Villepin, ancien Premier ministre et peut-être futur président de la République de la France, a déclaré qu'il faut réparer l'injustice de 1948 qu'a été la création en terre de Palestine de l'État d'Israël. La réparation de cette injustice, c'est la création de l'État de Palestine, a-t-il précisé avec insistance. Chaque fois qu'il est question de la reconnaissance par les grandes puissances occidentales de l'État palestinien, celle-ci invoque le refus d'Israël quant à l'existence d'un État palestinien, donc la nécessité de négociations entre les Israéliens et les Palestiniens. La question qui se pose à cet égard consiste à savoir, a-t-on jamais demandé l'avis du peuple palestinien quant à la création de l'État d'Israël, comme ceci avait été prévu à la création de la Société des Nations? La réponse est non. Il est à noter à cet égard que secrètes, les accords de Sykes-Picot ont été officialisés via la Société des Nations.
Or, d'après le mandat accordé par cette dernière, le Royaume-Uni et la France, pays mandataires qui devaient conduire à l'indépendance les peuples du Moyen-Orient, étaient censés tenir dûment compte des vœux des peuples concernés, ce qui n'a pas été fait. La nécessité pour l'Union européenne de s'engager plus fermement dans la réparation de l'injustice de 1948 n'échappe à personne, hormis à certaines grandes puissances de cette entité politique qui freinent des quatre fers en ne cessant d'user du faux fuyant. Oui, mais au moment opportun au terme des négociations israélo-palestiniennes, argument cher aux autorités israéliennes. Lors du colloque du 28 avril 2023 de l'Académie de géopolitique qui s'est tenu dans les enceintes du Sénat, faisant état de l'impasse actuelle rendue possible par la guerre épistémique menée par Israël, j'ai expliqué que si l'Union européenne adoptait la même posture de fermeté active qu'elle a fait sienne dans le cas du conflit ukraino-russe, pour le conflit israélo-palestinien, ce conflit aurait été résolu depuis longtemps. Le problème est que pour leur malheur, les Palestiniens, ayant déjà été spoliés, contrairement à l'Ukraine, ils ne disposent pour l'heure ni terres rares ni autres ressources à offrir en échange d'un soutien ferme et inconditionnel pour une paix juste et durable avec Israël. La réalité des faits dans le conflit israélo-palestinien est que les pays occidentaux permettent à Israël de bafouer en toute impunité les droits des Palestiniens. On arme les Israéliens et désarme les Palestiniens. Un exemple flagrant d'absence de politique commune de l'Union européenne dans le conflit israélo-palestinien et la réponse en rang dispersé des États membres de l'Union européenne au mandat d'arrêt émis contre Netanyahou, égalant l'ancien Premier ministre de la Défense d'Israël par la CPI le 20 mai 2024. Ce, en dépit du fait même que les pays de l'Union européenne ont tous ratifié le statut de Rome. Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières, a raison de s'indigner en ces termes. Du point de vue moral et du respect du droit international, nous nous sommes durablement disqualifiés aux yeux du monde, déclare-t-il. C'est cela que j'appelle ajouter l'infamie à l'horreur de ce qui s'est passé à Gaza. Autre temps, autre posture. Au cours de l'opération bouclier défensif de 2002, le Parlement européen a adopté une résolution non contraignante appelant à des sanctions économiques contre Israël et un embargo sur les armes pour les deux parties. En octobre 2023, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, a comme il se doit condamné l'attaque barbare et terroriste du Hamas et en conformité avec les valeurs de l'Union européenne, il a accusé Israël d'avoir violé le droit international en imposant un blocus total de la bande de Gaza. En l'absence d'une politique étrangère commune de l'Union européenne, les efforts déployés par Joseph Borrell pour faire adopter des résolutions et des sanctions contre Israël n'ont pu aboutir. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour sa part, a condamné vivement les attaques du Hamas en les qualifiant de terroristes dans sa forme la plus méprisable et a affirmé que Israël a le droit de se défendre contre les attaques aussi odieuses. Compassion à géométrie variable, nous avons eu droit à l'absence de condamnation et de sanctions fermes de la part de l'Union européenne concernant l'offensive israélienne qui, semaine après semaine, est passée du statut de riposte massive à celui d'opération de destruction systématique, de sorte que la ministre espagnole des droits sociaux, Ione Belarra, en est venue à accuser l'Union européenne d'être, je cite, complice des crimes de guerre d'Israël.
Qu'en est-il de la reconnaissance de l'État de Palestine par les États européens? Après les atrocités commises à Gaza par le gouvernement israélien, 3 pays, en l'occurrence la Norvège, l'Irlande et l'Espagne, suivis par la Slovénie, dans l'urgence manifestaient leur souhait de reconnaître sans plus tarder l'État de Palestine. Souhait rendu effectif le 28 mai 2024 pour les 3 premiers et le 4 juin 2024 pour la Slovénie. Ces États pensaient avoir initié une réponse politiquement et symboliquement forte pour écarter le risque de génocide du peuple palestinien et espéraient pour ce faire être suivis par les États historiquement responsables de l'injustice de 1948. Ces 3 pays qui cherchaient à enrôler un grand pays sont rentrés en contact avec la France parce qu'ils estimaient que c'était le pays de l'Union européenne le plus tenté d'accompagner ce mouvement pour lui donner un poids politique encore plus grand. Vaine tentative. La France n'a pas suivi. Le ministre des Affaires étrangères aurait dit que la France était d'accord sur le plan du principe et prête à reconnaître l'État de Palestine à condition que cela serve le processus de paix. Pour cela, il devrait rentrer dans le cadre d'un règlement politique de négociation entre Israël et les Palestiniens. Nous sommes en présence de la même et éternelle rengaine mise au point par les autorités israéliennes et officialisée à l'occasion des pourparlers entre Ehud Barak, ancien Premier ministre israélien, et Margaret Ashton, ancienne haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères de l'Union européenne, qui est reprise par les grandes puissances occidentales. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont prêts, le moment venu, à reconnaître un État palestinien, mais en attendant, ils encouragent vivement le retour aux négociations entre l'État d'Israël, l'État israélien et les Palestiniens. Soit, admettons que les grandes puissances aient raison de croire dans la bonne foi des autorités israéliennes. Mais de facto, qu'est-ce qui empêche les négociations israélo-palestiniennes d'aboutir? Lequel des 2 négociateurs, à l'image de la belle Pénélope, oblige à chaque fois de remettre l'ouvrage de la construction de la paix sur le métier? Lorsqu'on examine de près les négociations israélo-palestiniennes, on constate que, si l'on fait abstraction des accords d'Oslo, depuis l'occupation des terres palestiniennes, la stratégie de négociation d'Israël a été fondée sur le principe de rétropédalage pour empêcher la création de l'État de Palestine, tout en imputant la responsabilité de l'échec des négociations palestiniennes. En effet, lorsqu'on examine de près les termes des processus de négociation, on constate que les représentants de la partie israélienne avancent pour donner l'impression qu'ils négocient, puis ils rétropédalent en exigeant que les Palestiniens acceptent l'inacceptable, ce qui leur permet d'imputer aux Palestiniens la responsabilité de l'échec des négociations. L'impasse actuelle, ou autrement dit, comment la loi fondamentale de 2018 et les plans Trump 1 et Trump 2 ont rendu caduque la question de la reconnaissance de l'État de Palestine par Israël. Soyons réalistes. La triste vérité est que la communauté internationale est aujourd'hui confrontée à l'impasse de la situation absurde qui est celle d'absence totale de solution. Il fut un temps où celle-ci avait le choix entre 2 alternatives. Un État, en l'occurrence l'État d'Israël, avec plusieurs peuples, juifs, musulmans, druzes, chrétiens, catholiques et orthodoxes, ou bien 2 États pour 2 peuples, le peuple palestinien et le peuple israélien et le peuple palestinien. Le problème est que, depuis la loi Israël État-nation du peuple juif, adoptée par la Knesset le 19 juillet 2018 et soutenue par le plan Trump 1, la solution un seul État n'est plus possible, à moins d'accepter comme légitime qu'un pays démocratique puisse pratiquer l'apartheid.
Maintenant, avec la politique de colonisation tous azimuts d'Israël, qui est soutenue par le plan Trump II, favorable à l'annexion de la Cisjordanie par Israël, et la prise de possession de Gaza par les États-Unis après l'expulsion vers l'Égypte et la Jordanie des rescapés palestiniens de Gaza, la solution de deux États n'est plus possible. C'est ainsi que le gouvernement de Netanyahou a réussi à départir Israël des deux solutions garantes de sa pérennité. Confronté à l'impasse de l'absence de solution, deux alternatives se présentent, l'apartheid et ou génocide et expulsion. Reste à savoir maintenant comment la communauté internationale, dont l'Union européenne, pourrait empêcher le risque de génocide et ou d'expulsion de la Palestine des Palestiniens. Pour faire brève, après l'annonce par Donald Trump de son projet immobilier de construction d'une riviera dans la bande de Gaza, après l'avoir vidé de sa population palestinienne en engageant si nécessaire les forces militaires américaines, les États arabes ont tenu deux sommets qui ont permis de présenter un contre-projet de reconstruction de Gaza tout en protégeant les 2,5 millions de Palestiniens de Gaza contre une migration forcée. L'Arabie saoudite envisage d'apporter un soutien financier conséquent et serait disposée à accepter l'idée de normalisation diplomatique avec Israël en échange de l'établissement d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Pour ce qui concerne les pays européens, comme fallait s'y attendre, le plan égyptien de reconstruction de Gaza a reçu un soutien ferme et total de l'Espagne et de l'Irlande. L'Union européenne devrait, comme par le passé, se satisfaire d'apporter son soutien financier à la reconstruction de Gaza. Mais ce soutien financier risque de ne pas être significatif compte tenu du fait qu'il est à craindre que les investissements massifs dans l'économie de guerre des pays européens ne se fassent au détriment de l'aide au développement, comme ceci a été d'ores et déjà annoncé par le gouvernement du Royaume-Uni. À la suite du plan Trump II, la question qui se pose maintenant consiste à savoir comment l'Union européenne pourrait empêcher le risque de génocide et ou d'expulsion de la Palestine des Palestiniens. Pourquoi ne pas écouter les voix des Israéliens qui demandent à la communauté internationale de sauver les Israéliens contre eux-mêmes? Il est difficile de choisir parmi les témoignages lucides et poignants de politiques, d'intellectuels, de journalistes, d'écrivains et d'activistes israéliens qui plaident en faveur de la solution à deux États et la création d'un État palestinien, tant ils sont nombreux. Je me limiterai ici à trois exemples. Il y a le cas d'Ehud Olmert, Premier ministre israélien de 2006 à 2009, très critique à l'égard de Netanyahou, dans un entretien accordé au quotidien Figaro début mars 2025, l'ancien Premier ministre israélien plaide pour la reconnaissance de l'État de Palestine, seule solution selon lui pour arrêter le conflit. Il déclare, je cite, il ne peut y avoir de victoire totale dans la bande de Gaza. Gaza est palestinienne, nous n'avons rien à y faire. Après avoir dénoncé le comportement des colons israéliens extrémistes qu'il qualifie d'ennemis de l'intérieur, il revient à la charge. La solution à deux États est le seul moyen de sauver l'État israélien. Ehud Olmert n'est pas le seul politique à chercher à sauver les Israéliens contre eux-mêmes. Il y a aussi le contre-amiral israélien Ami Ayalon, à qui nous empruntons cette formulation. Dans un article publié dans le quotidien Le Monde de 25 janvier 2024, le contre-amiral israélien Ami Ayalon, qui a dirigé le service du renseignement intérieur israélien, a déclaré: nous avons besoin que quelqu'un de l'extérieur nous éclaire sur nos erreurs, sur quoi il a demandé à la communauté internationale de sauver les Israéliens contre eux-mêmes. Ainsi,
Ayalon a vu juste. Le génocide de la population de Gaza n'a pas eu pour seule conséquence néfaste la montée de l'antisémitisme, mais il a aussi fortement contribué à la montée de l'antisionisme. Nous devons de souligner avec force que toutes les résolutions du Conseil de sécurité et de l'ONU concernant la question de Palestine resteront lettres mortes sans la reconnaissance préalable et inconditionnelle de l'État de Palestine par les grandes puissances occidentales. J'ai cité deux hommes politiques. Il est important d'entendre aussi la douleur sourde de Dror Mishani, écrivain israélien, qui, dans un entretien accordé à Libération début mars 2025, déclare, je cite, un pays sans Palestiniens ne sera plus le mien. Se référant à l'événement fatidique du 7 octobre, dans son livre Journal d'un écrivain en temps de guerre, il écrit « Peut-être faut-il reconnaître la puissance du coup qui nous a été porté, la profondeur de notre douleur, reconnaître la défaite, ne pas essayer de l'escamoter, ce qui aurait l'air à court terme d'une victoire, mais qui ne sera qu'un engrenage de souffrance. Transférer le malheur ailleurs, sur Gaza et ses habitants, ne fera que l'entretenir encore et encore, car il est évident que le mal causé dans cette enclave détruite ou affamée nous reviendra en pleine face décuplé dans 1, 2 ou 5 ans. Dor Mishani a raison de s'inquiéter. Avec les avancées technologiques qui ont démocratisé les armes de destruction massive, nulle entité n'est à l'abri du pire. Que fait l'Union européenne? Que fait Israël pour empêcher qu'un nouvel 7 octobre n'advienne? Que fait la communauté internationale pour empêcher que le mythe de la vengeance désespérée de Samson ne devienne réalité comme des Israéliens lucides le craignent? Pourquoi ne pas mettre un terme à cette posture de retrait au point mort de l'accord de principe dans la majorité des pays européens? Le traumatisme causé par le fardeau de l'histoire et les actes de résistance terroriste empêchent d'accepter la réalité du fait que le régime israélien est malencontreusement cause de son propre malheur. La peur rend aveugle. Ce n'est pas avec des massacres collectifs et des assassinats ciblés qu'on peut venir à bout d'un mouvement de résistance du peuple palestinien. Des actes injustes génèrent du terrorisme. Israël doit choisir entre une guerre sans fin et une paix juste et durable. C'est dans l'esprit des hommes et des femmes israéliens et palestiniens que doivent être élevées les défenses de la paix. L'actuel gouvernement israélien a choisi la voie de la guerre épistémique. L'adjectif épistémique désigne ce qui a trait à la représentation juste ou fidèle de la réalité. Or, d'après les sionistes extrémistes, la Palestine était une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Une fois au pouvoir, ils font tout pour que ce mythe devienne réalité. Étant donné que cette guerre épistémique est nécessairement sans fin, pourquoi nous, les pays européens, ne chercherions-nous pas à entendre la voix de la raison de ces Israéliens qui demandent de les sauver d'eux-mêmes? Pourquoi ne pas les aider à ce qu'ils puissent, à l'image du baron de Mauthausen, se hisser hors du bourbier de la guerre sans fin? Pour les raisons exposées précédemment, les gouvernements israéliens, quels qu'ils soient, ne sont pas en mesure de reconnaître l'État de Palestine. Ainsi qu'Emmanuel Macron l'a souligné en décembre 2024 à l'occasion de sa visite en Arabie saoudite, tout le monde est lucide sur le fait qu'il y a une réalité politique en Israël avec une coalition qui ne permet pas la solution à deux États, mais qu'il y a aussi une réalité sur le terrain qui va s'imposer à tous. Le président de la République française dénonce, je cite, les violations gravissimes du droit international en Cisjordanie, la colonisation sans fin qui va casser la possibilité d'avoir deux États. Mais interrogé sur une reconnaissance d'un État palestinien par la France, Emmanuel Macron réitère, je cite, la volonté de la France de le faire, mais aussi
au moment utile, c'est-à-dire là où ça déclenche les mouvements réciproques de reconnaissance. On souhaite entraîner plusieurs autres partenaires et alliés européens et non européens qui sont prêts à aller dans cette direction, mais qui attendent la France, a-t-il ajouté. Le pape François a le courage de critiquer, je cite, l'hypocrisie de parler de la paix tout en jouant la guerre. Selon le pape, en Palestine comme en Ukraine, l'arrogance de l'envahisseur l'emporte sur le dialogue. Alors même quand si alors même où la Cisjordanie est sur le point d'être entièrement colonisée et annexée, la communauté internationale et les grandes puissances en tête attendent encore et toujours que le moment utile advienne. Ne pas agir maintenant, attendre l'inexistant fameux moment opportun pour reconnaître l'État de Palestine, c'est se rendre complice des massacres perpétués en vue de la suppression de l'entité peuple palestinien dans l'actuelle guerre épistémique menée par le gouvernement de Netanyahou. 12 des 27 États membres de l'Union européenne reconnaissent l'État de Palestine. Libérés de la sempiternelle attente de Godot de la fin des négociations israélo-palestiniennes, dans l'intérêt bien compris d'Israël et d'eux-mêmes, les 15 autres États de l'Union européenne, à commencer la France, devrait sans plus tarder reconnaître l'État de Palestine. Il y va de la dignité et de la sécurité de tout un chacun. Je vous remercie.